Voltaire de la peinture fut au XVIIe siècle le réformateur de l'art. Tandis que la France catholique et royaliste se refaisait l'esprit, hélas, dans la fréquentation des Grecs et des Latins, la Hollande réformée et républicaine inaugurait une nouvelle esthétique. Dans le tableau improprement appelé La Ronde de nuit, Rembrandt peint d'après nature et sur figure originale une scène de la vie municipale et d'un seul coup, dans ce chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, il éclipse toute l'ostentation pontificale. Les couronnements de princes, les tournois nobiliaires, les apothéoses de l'idéal. Dans la leçon d'anatomie, autre chef-d'œuvre où il représente la science sous les traits du professeur Tulpe, le scalpel à la main, l'œil fixé sur un cadavre, il en finit avec les allégories, les emblèmes, les personnifications et incarnations et réconcilie pour toujours l'idéal et la réalité. Mettez en regard l'une de l'autre l'école d'Athènes de Raphaël et la leçon d'anatomie de Rembrandt. Consultez dans le silence de votre réflexion votre sentiment et dites ensuite lequel a réveillé en vous le plus puissant idéal du symbolique et idéaliste italien ou du positif et réaliste hollandais. Donc la peinture la plus concrète, la plus réaliste en apparence, peut éveiller un sentiment esthétique plus puissant, suggérer un idéal plus élevé que la plus idéaliste, faite par le plus grand des maîtres. À bon entendeur demi-mot, après la ronde de nuit et la leçon d'anatomie de Rembrandt, on peut citer le banquet des arquebusiers de Van der Helst et l'on aura une idée suffisante de ce que j'appellerai la révélation hollandaise. La vie vivante, dit un de nos plus habiles critiques d'art. L'homme, ses mœurs, ses occupations, ses joies, ses caprices, tel est le caractère de l'école hollandaise dans son ensemble. J'ajoute sans crainte d'être démenti par l'auteur de l'école humanitaire rationnelle, progressive et définitive. Les uns ont pris le citoyen en action pour la chose publique, qu'il se livre à l'exercice des armes ou à la délibération des affaires. Les autres ont pris les familles chez elles dans leur distraction extérieure. Ceux-ci les classes distinguées, ceux-là les classes laborieuses ou les classes excentriques. D'autres ont représenté le milieu où s'agite la vie commune, les mers et les plages avec les épisodes de l'existence maritime si chère au pays, scènes agrestes et scènes de chasse, les canaux et les ruisseaux avec des moulins, des barques, des pêcheurs, les villes, places et rues où la population circule avec toute sa variété, partout l'animation, la vie présente qui est aussi la vie éternelle, l'histoire du peuple et du pays. Ah, ce n'est plus l'art mystique s'enveloppant de vieilles superstitions, l'art mythologique ressuscitant de vieux symboles, l'art princier, aristocratique, exceptionnel par conséquent, et consacré uniquement à la glorification des dominateurs de l'espèce humaine. Ce n'est plus l'art des papes et des rois, des dieux et des héros. Chez les nations latines, l'art est demeuré suspendu en l'air au double sommet de l'Église et de la cour, bien au-dessus des fidèles et des sujets. En Italie surtout, et même en France, le pays de la littérature claire, significative, indépendante, on n'a presque jamais fait que de la peinture mystagogique, théologique, mythologique et allégorique, ou de la peinture d'apparat, suivant le mot d'Aymeric David. Les dogmes et les cérémonies de la religion, les bacchanales et les sacrifices, les hauts faits des souverains, les joutes et divertissements des seigneurs, les images des dieux et des grands à l'exclusion de la nation entière, voilà le cadre infranchi par les artistes méridionaux. En France, on n'a pas jamais peint les Français, je ne dis pas seulement les classes populaires, mais les groupes de tout rang qui constituent cet ensemble varié qu'on appelle la France. Dans le musée de la Hollande de Burger. Ainsi, de même que la Réforme fut une réaction contre le catholicisme romain, de même l'école hollandaise fut une réaction contre l'art catholique, tant celui de la Renaissance que celui du Moyen-Âge. Cependant, la Réforme, par ses origines et par la plupart de ses sectes, était iconoclaste. Ce fut justement ce qui détermina la Révolution. L'art ne peut périr. Chassé du temple, il devait ressusciter à l'hôtel de ville et au foyer domestique. Condamné dans son vieil idéalisme, il allait renaître dans son humanité positive et rationnelle. C'est cette impiété radicale qui fit d'abord anathématiser l'originalité hollandaise, comme dit Burger. Dans les pays catholiques, et sous prétexte tantôt d'ignorance et de dérèglement, tantôt de bassesse et d'immoralité, tantôt de fantaisie et tantôt de matérialisme grossier, ici au nom d'Apollon, là au nom du Christ, retardé de plus de 2 siècles une révolution nécessaire.
J'ai associé le nom de Rembrandt à celui de Luther. Il faut placer à côté d'eux Shakespeare. Shakespeare, c'est l'art dramatique, c'est la littérature qui se fait contemporaine, populaire, de grec et latine, homérique, biblique et académique, qu'elle était et restée, et que plus que jamais nous autres Français nous allions la faire. Telle est notre destinée malheureuse. En repoussant la réforme, nous rompions avec notre littérature nationale. Nous n'avions plus qu'à ronger les Grecs, les Latins, les Hébreux, trop heureux que cette lecture, qui faillit, à force de pédantisme, nous rendre fous, ait pu servir enfin, grâce aux efforts des Boileau, des Racine, des Molière, des Voltaire, à l'expurgation de nos âmes. Shakespeare a surpassé les Hollandais de toute la supériorité de la poésie et du drame sur la peinture. Lui aussi a su mettre en scène, à côté des princes coupables, malheureux et pauvres, les classes inférieures de la société. C'est là qu'il va chercher ses mots les plus profonds. C'est par ces bouches ignobles qu'il fait passer la pensée et la moralité de ses drames. Panurge chez nous, Gil Blas et l'immortel Martin de Candide sont de cette famille. Nous pouvons juger par les ouvrages d'un Rabelais, d'un Montaigne, d'un La Fontaine, d'un Le Sage, parce que nous ont donné de plus personnels Molière et Voltaire, ce qu'aurait été notre pays si dès le XVIe siècle nous eussions accepté la réforme. Et c'est le cas de le redire, l'art qui dans un fossoyeur, dans un chiffonnier sait trouver un moyen esthétique et en faire surgir un idéal, est 10 fois plus puissant que celui qui a besoin de têtes olympiennes. Il faut l'avouer cependant, un doute plane sur l'école hollandaise. L'antagonisme religieux ne fut pas la seule cause qui retarda le développement esthétique, et l'on se demande si Rembrandt et ses successeurs étaient entrés dans la véritable voie. Comment leur action s'est ralentie? Comment elle a été si peu comprise dans leur propre pays? L'école hollandaise apparaît aujourd'hui comme terminée dans sa période. Il semble qu'elle est donnée dans tout son contenu. Que faut-il penser de cela? La production artistique serait-elle sujette à des intermittences? Le sentiment national serait-il épuisé? Ou serait-ce que le protestantisme, simple négation, ne pouvait communiquer à l'esthétique qu'il devait produire une virtualité de développement qu'il ne possédait pas? Telle est la question à laquelle, pour l'honneur des principes et pour la justification de l'école même dont nous parlons, je crois devoir donner un mot de réponse. Les artistes ne discutent guère, la philosophie, même celle de l'art, n'est point leur affaire, et le premier mot sur l'esthétique serait à écrire si l'art n'avait eu d'autres interprètes au point de vue des théories que ses propres maîtres. La pensée qui dirigea l'école hollandaise elle-même n'aurait eu garde de l'expliquer. Elle n'en savait rien. Républicaine et rationaliste, n'ayant à s'occuper ni des dieux, ni des grands, ni des pontifes, ni des moines forcés de se replier sur la vie séculière, elle peignit modestement de modestes personnages, de simples mortels, tels qu'ils se montraient chez eux sans façon à la brasserie ou sur la place publique. Voilà tout. On peut dire qu'elle faisait de nécessité vertu. Qui donc aurait soupçonné que cette idée téméraire, ridicule de représenter de bonnes gens dans leurs occupations quotidiennes et banales, de les coucher sur la toile en belle peinture vernissée, à la place des anges et des saints, était la plus grande idée qui fût jamais entrée dans un cerveau d'artiste? À plus forte raison ne songea-t-on pas à faire de cette idée un principe de pédagogie sociale? Le génie hollandais, bourgeois et conservateur, aimant le terre-à-terre, n'était point à la hauteur d'une pareille conception. Concentré en lui-même, il ne cherchait point à savoir ce qui se passait au-delà de son horizon. Et si quelques tableaux échappés des marais de Hollande tombaient sous les yeux d'un amateur orthodoxe, celui-ci, en songeant que cette toile était l'œuvre d'un hérétique, ne pouvait manquer de trouver dans la trivialité des figures le sceau de la réprobation d'un tel art. Puis les événements marchant toujours sans que la pensée des artistes pût les suivre, l'école se trouva bientôt dépassée par l'histoire. Elle devint en son tour une tradition, moins que cela un monument plus difficile à expliquer pour la critique qu'aucun autre. Aussi cet art rénovateur fut-il méconnu jusqu'à nos jours. L'espèce de répulsion qu'éprouvent aujourd'hui tant de gens pour les tableaux de Courbet n'est que la conséquence de celle qui s'attacha d'abord aux Hollandais, ses devanciers et ses maîtres. L'histoire, poursuit l'écrivain que j'ai cité tout à l'heure, la biographie, la critique, principalement la noble esthétique, sont d'accord dans tous les livres français pour caractériser avec un souverain mépris cette école étrangère aux règles italiennes et qui a l'insolence d'interpréter la nature avec un sentiment particulier.
Fortoul, surtout l'ancien ministre de Napoléon III, a merveilleusement formulé cette antipathie mystagogique contre le naturalisme très humain de l'école hollandaise. Ne soyons donc pas trop surpris de ce qui est arrivé. Les Hollandais n'ayant été ni compris ni suivis, l'art dans sa dernière féconde et incorruptible manifestation n'a pu s'universaliser. Il est resté dans cette manifestation chose locale comme la fédération et la liberté. Entre-temps, les jésuites nous ont donné avec leur morale, leur architecture, nous avons eu le mysticisme de Sainte Thérèse et de Saint François de Sales, continuateur affadi de la trop célèbre imitation de Jésus-Christ de Gerson, le quiétisme de Molinos, les torrents amoureux de Madame Guyon et les maximes piétistes de Fénelon. Marchant de front avec les galanteries de Ninon et les empoisonnements de la Brinvilliers, la statuaire de Louis XIV au type charnu et dodu imité de Madame de Montespan, la peinture Louis XV personnifiée dans Madame de Pompadour, la littérature Crébillon, Barny et compagnie, enfin toutes les dégradations d'un idéalisme emprunté que n'excusait ni la spontanéité d'origine ni aucune des qualités de l'indigénat. De tous les écrivains et artistes du siècle de Louis XIV, Fénelon est sans contredit celui qui témoigne le mieux de la confusion des idées et de la dépravation du goût à cette époque. Païen en littérature, jésuite féodaliste et rétrograde en politique, quiétiste en religion et en morale, unissant dans la même pensée l'idéalisme grec et la spiritualité du Moyen-Âge, Fénelon n'est ni de son temps, ni de son église, ni de son pays. Il n'a aucune des aspirations secrètes de son époque, aucune intuition de l'avenir. Il a servi la langue et les bonnes études en contribuant plus que personne à transporter dans notre littérature les beautés et les grâces du génie grec. Mais ce travail d'humaniste ne suffit pas pour constituer aux yeux d'une critique élevée un écrivain de premier ordre et lui assigner une place parmi les originaux. Révolution française, les classiques et les romantiques. La Révolution qui couvait depuis un siècle éclate enfin naturellement. Elle n'a pas le loisir de s'occuper d'esthétique et de fournir des idées aux peintres. D'ailleurs, avant l'idéal, les principes, avant de satisfaire au goût, il faut pourvoir à la raison. De même que la liberté, l'art est ajourné à des temps meilleurs. La Révolution s'exprimera en attendant comme elle pourra. Elle usera des moyens qui lui ont été ménagés. Grecque, latine, classique, biblique même, c'est-à-dire emprunté dans sa langue, dans son style et dans ses formes, par temps gauche, pédantesque et déclamatoire. Symptôme de mauvais augure pour le succès de la Révolution de se voir dès le berceau enlacé dans les formules d'une esthétique artificielle et étrangère. On dirait la répétition d'une tragédie tirée de l'histoire ancienne. Les députés du tiers sont des Cicérons et des Démosthènes, ils posent en foudre d'éloquence. Dans les commencements, les principes font passer le style. Le peuple français ne jure que par les droits de l'homme et du citoyen, mais l'idéal de Lycurgue, de Solon, de Numa, de Platon finit par prévaloir, et l'idée nationale par disparaître sans avoir eu le temps de produire sa langue et ses formes. Mirabeau, toujours applaudi quand il tonne contre le despotisme, n'est plus compris, il éveille la méfiance dès qu'après avoir posé ses prémices, il essaie de raisonner et de parler constitution. Jamais on n'affectera plus de sensibilité, esthésie, et dans une affaire aussi sérieuse, on ne se montrera plus théâtral. De l'ouverture des États généraux jusqu'au 9 Thermidor, tout le monde devient acteur, mais jamais le goût ne fut plus faux, l'éloquence moins naturelle, l'inspiration artistique et littéraire plus nulle. Les seules productions originales de cette époque en désarroi, je raisonne bien entendu au point de vue de l'art et du style, sont la Carmagnole, le Saïra, les jurons du père Duchesne, le drapeau tricolore et la guillotine dont l'image se trouve en guise d'illustration dans les recueils du temps. Tantôt le peuple obéissant à la voix de ses chefs se montre superbe d'attitude, il évolue avec majesté et se livre aux effusions d'un patriotisme puisé dans les meilleurs auteurs, puis il cède à son instinct et l'on assiste aux scènes les plus débraillées. L'incendie réveillon, les exécutions de la lanterne, les émeutes à la porte des boulangers, les visites à Versailles et aux Tuileries, les massacres de septembre. Le vieux Cordelier amuse par l'accouplement du style classique, appris au collège et des idées de Clémence qui commençaient à prévaloir avec le tutoiement et les sans-culotteries de 93.
Quoi de plus réjouissant que de voir ce vieux patriote qui présida aux exécutions de 92, dénonça la Gironde et fit instituer le tribunal révolutionnaire, reprocher au père Duchesne de perdre la République par l'exagération du cynisme et de la terreur. La Marseillaise n'est qu'une amplification de rhétorique, pareille à une harangue de Vergniaud ou de Robespierre. L'intention en était bonne, l'enthousiasme et la colère y bouillonnent, elle fit bien son service, mais c'est tout ce que la critique peut dire à son avantage. Le style est factice, emphatique et vide, un lieu commun du commencement à la fin. L'auteur n'a trouvé ni pensée ni expression originale, et l'on peut douter aujourd'hui, en relisant cette pièce, si le peuple qu'il adopta pour hymne national et qu'il a chanté en marchant à l'ennemi avait réellement conscience de lui-même. S'il était mûr pour la liberté, à cet égard, je n'hésite point à dire que le chant des travailleurs de 1848 me paraît d'une inspiration plus vraie, plus réelle, d'un idéalisme par conséquent plus profond que la Marseillaise. Au tumulte révolutionnaire a succédé le fracas des armes. La liberté perdue, la littérature et l'art ne soufflent plus. Mais à la Restauration, les esprits se réveillent et le débat commence aussitôt entre les classiques et les romantiques. Quelle était la signification de cette controverse et quel en fut le fruit? Il importe pour l'intelligence du temps présent et la prévision de l'avenir que nous le sachions. On était fatigué de la Grèce et de Rome, fatigué de la révolution du XVIIIe siècle et même du XVIIe siècle. Depuis 25 ans, on s'était mis à étudier les nations voisines. Des comparaisons avaient été faites. Par-delà l'horizon classique, on avait aperçu un monde nouveau. Une idée étrange, l'idée d'un nationalisme artistique et littéraire était entrée dans les esprits. Or, comme à l'exception de la charte constitutionnelle datée de Saint-Ouen, résumé de la Révolution, tout semblait daté chez nous de la Renaissance et des anciens. On se demandait ce que nous avions produit d'une autre, en quoi nous étions originaux. S'il y avait une littérature française, un art français, question scabreuse, qui ne tendait à rien de moins qu'à nier la légitimité de tout notre développement artistique et littéraire depuis Louis XIV, pour ne pas dire depuis François Ier, et à nous faire reprendre sur une donnée inconnue le fil de notre histoire. Je vais résumer en quelques lignes l'argumentation des deux écoles. Les romantiques reprochaient à la tradition établie deux choses. La première, de faire abstraction de 15 siècles d'histoire, d'où résultaient les trois tests de sa pensée, le manque de vie, d'originalité et de vérité de ses œuvres. La seconde, de ne pas même comprendre ces modèles, ce qui l'a jeté dans une inconséquence et une contradiction perpétuelle. Est-ce donc pour rien, disait-il, que le christianisme est venu changer la face du monde, qu'il y a eu une église, une papauté, un nouvel empire d'Occident associé au Saint-Siège, un monde féodal, des croisades, une chevalerie, que des races nouvelles ont remplacé sur la scène les anciennes épuisées, que ces races ont enfanté à leur tour des langues, une littérature, un idéal, un art, que la chrétienté a eu ses révolutions, ses guerres de religion, ses grands schismes, et en dernier lieu la Révolution. Est-ce que tout cela n'est pas matière de poésie, de littérature et d'art, aussi bien que la mythologie païenne, le siège de Troie, la guerre médique, les institutions de Solon et du patriciat de Rome? Et si ces matières poétiques et artistiques, comment voulez-vous que nous nous enfermions dans le cadre de vos classiques? Comment voulez-vous que nous nous enfermions dans le cadre de vos classiques? Puis vous ne faites pas attention, ajoutait-il en s'adressant aux conservateurs, qu'avec votre culte de la forme classique, s'entend laquelle constitue votre idéal, vous sacrifiez sans motif, sans nécessité, l'expression non moins importante que la forme, dont la forme n'est-elle même que le moyen. Vous tombez dans la convention, par suite dans la monotonie, le faux et le mauvais goût. Vous perdez l'art avec vos règles, votre perfection et votre élégance. Les anciens, par respect pour les dieux, craignaient sur toute chose de tourmenter leur figure. Jusque dans le paroxysme de la douleur, ils observaient les lois de la dignité antique. Le gladiateur devait tomber avec grâce. La moindre contradiction nerveuse et musculaire leur aurait paru une grimace, une offense à l'art. Cela faisait partie de leur esthétique pour une raison fort simple, c'était dans leur religion et dans leurs principes. Mais nous qui n'avons aujourd'hui que faire des dieux, nous qui depuis l'abolition de l'esclavage, du servage et de la féodalité ne craignons plus
de nous amoindrir en laissant paraître nos émotions, nous qui cherchons sur toute chose le mouvement, l'action, la vie, la couleur, la passion, la force que nous cherchons nous-mêmes et voulons nous contempler aussi bien dans la fièvre de la pensée que dans le calme de la mélancolie, dans la vulgarité de nos travaux que dans l'accomplissement de nos devoirs civiques. Nous ne pouvons accepter vos modèles, puisque mieux nous réussirions à les imiter, plus nous nous rendrions ridicules.